Ok, donc je viens de me raccorder sur la BP. Donc qu'est-ce que je vois là? Donc c'est intéressant, là je vois que mon installation est pleine. Donc je vois sur la BP que j'ai combien j'ai donc sur la 22 j'ai 18 degrés. 18 degrés. La température de la pièce, est de la température normale c'est de 17 degrés. Donc c'est pas mal ça. Donc la relation pression-température est bonne, donc pas d'incondensable. Donc par rapport à mon plan, j'avais fait une erreur de raisonnement. Donc si ça sonne pas alors que je suis sous pression, et ben c'est pas un NO, c'est un NC. Et voilà. C'est un NC. C'est un NC d'ailleurs qui est ouvert sous pression. Voilà. Donc voilà, ça semble un peu plus logique. Je vais étudier ça un peu. Maintenant je vais étudier la minuterie. Voilà. Donc voici la tempo cruisée 88 225.0. Donc au début je croyais que c'était une minuterie, mais non, en réalité c'est une tempo. Et c'est même une tempo travail. J'ai modifié le plan. Voilà, donc cette tempo, je montrais le fonctionnement parce que justement je comprenais pas trop comment elle revenait, comment elle se réinitialisait. Donc là on peut voir que donc là j'ai mis sélectionneur sur 6 minutes, on a 6 minutes ou 60 minutes et on a une échelle de 0 à 6. Donc sur 6 minutes 1 ça correspond à 1 minute. Et bien sûr si je mets ici là sur 60 là le petit sélectionneur, 1 ça équivaut à 10 minutes. Donc là je l'ai alimenté, j'ai fait un petit pont ici. Voilà, donc le but c'est justement de voir les compteurs lorsqu'ils vont basculer. Donc le 15-16, comme on le voit, le 15-16 c'est le NC, le 15-18 c'est le NO. Ok, donc là je renvoie le jus, j'alimente la tempo. Donc là j'ai bien 230, sur le commun j'ai bien 232, et sur le 16, donc le NO, non le NO, c'est ce que je dis, le NC, j'ai bien 230. Et sur le 18, donc le NO, j'ai rien. Voilà. Donc on peut constater que le petit cadran là il tourne, là, l'aiguille au milieu. Et on va voir que lorsqu'il va atteindre les zéros, le contact va basculer, c'est donc bien une tempo travail. Tempo travail parce qu'il faut l'alimenter pour que ça fonctionne quoi. Donc voilà, donc 230 volts, donc le basculement c'est bien fait. Donc là c'est ma minuterie qui est ici. Donc mes contacts ici sont passants, donc je suis en mode dégivrage. J'ai ici mon inversion de cycle qui est ici, là, mon électro 24 voies, 24 voies je veux dire. Donc une fois que je vais atteindre avec mon presostat de fin dégivrage les 2 degrés, lui va s'ouvrir. Lui il va s'ouvrir et ça va me couper la minuterie qui est ici. Donc là je vais simuler la coupure de la minuterie. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que elle se réinitialise, on revient sur 1. Donc position repos, c'est-à-dire 15-16 fermé et 15-18 ouvert. Et si je remets le jus, en 16 comme c'est le NC j'ai 230 et en 18 comme c'est le NO j'ai rien. Et on voit la minuterie qui tourne. Donc voilà cette minuterie.
On remarque aussi sur cette minuterie que lorsqu'on coupe le jus, eh ben, elle reste bloquée dans sa position, quoi. Elle revient pas à 0. Pour qu'elle revienne, elle revient pas à 0. Elle revient pas à sa position de réglage qui était 1. Donc pour qu'elle revienne à sa position de réglage qui était 1, ben, il faut qu'elle arrive à 0. Et dès qu'elle est à 0, lorsqu'on coupe le courant, elle revient à 1. Bon voilà, maintenant que je sais comment elle fonctionne, eh bien je vais la recabler. Je vais la recabler là-dedans. Voilà, donc là ce que je voulais voir c'était suivre les tuyaux. Donc ici on a bien le compresseur. Donc le plus petit diamètre c'est le refoulement, le plus gros c'est l'aspiration. Donc on se remet du compresseur et on va directement à la 24 voies. Donc ça c'est comme sur le schéma. Et après on sort et on va à l'échangeur. Donc on sort, donc c'est celui-là du haut. C'est celui-là du haut qui va à l'échangeur. Je vais aller voir ça. Donc on arrive ici et là on arrive en haut de l'échangeur, donc l'échangeur coaxial. Alors celui-là, d'après ce qu'il y a marqué derrière le tuyau, derrière la plaquette, donc celui-là ça serait le retour chauffage. Le retour chauffage, ce que je trouve bizarre. Pourquoi? Parce que en principe, comme ici le gaz est le plus chaud, ici ça devrait être le départ chauffage. Ça devrait être le départ chauffage et là, d'après ce que j'ai marqué derrière, ça serait le retour chauffage. Donc là c'est le flotte, là c'est l'eau, là c'est le fluide. Après on arrive ici en sortie échangeur. Ici on a un piquage avec le bulbe du thermostat. On passe ici, on remonte de ce tuyau là et on est là. Donc ça c'est le départ chauffage. Et là on le voit pas ici, mais juste là, il y a un tuyau qui part. Et ce tuyau va directement à la bouteille liquide. Donc ce tuyau là, c'est celui-là. Là. Il va directement à la bouteille liquide. Et en bas il y a un piquage. Donc voilà, on le voit, c'est ce tuyau là. Et le piquage, il est ici là, c'est celui-là. Là. Voilà, le piquage il est ici. Donc on est bien ici. Ok. Donc bon, mais c'est bien ça. C'est bien ça, j'avais un doute. Donc le retour chauffage, il est fait avec le fluide le plus chaud. Et le départ chauffage, donc qui est ici, est fait avec le liquide, on va dire entre guillemets, sous-refroidi. Alors c'est bizarre, j'aurais fait l'inverse moi. Pour justement que le refroidissement soit le meilleur, j'aurais mis le retour chauffage ici et le départ chauffage ici. Donc c'est une erreur de montage, je sais pas. Bon, mais j'ai modifié mon schéma. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le fonctionnement d'un échangeur, lorsqu'on regarde le fonctionnement d'un condenseur à eau, on sait que donc, le fluide, l'HP, rentre d'un côté de l'échangeur et que l'eau va aller à contre-courant et que l'eau la plus chaude sortira là où le gaz est le plus chaud, c'est-à-dire à l'entrée. Bon, je sais pas si j'ai été clair. Et voilà, donc c'est ça que je trouve ça bizarre sur cette machine. Parce que en réalité les tuyaux entrée et sortie de l'échangeur étaient placés, parce que là on voit qu'il y a deux trous, c'est des tuyaux qui sont pas rigides. Et en réalité ils n'étaient pas dans le bon trou. Donc moi j'ai suivi bêtement les noms, puis en réalité c'était pas ça. En réalité c'était pas ça, donc la sonde de température elle est pas sur le départ mais elle est sur le retour. C'est ce qui semble plus logique, hein. Mais voilà, donc c'est bien ici c'est bien l'entrée du refoulement compresseur dans l'échangeur. Et donc ici c'est bien le départ chauffage, donc le chaud avec le chaud, c'est logique. Et donc en bas, ici c'est bien le retour chauffage. Et donc ici le tuyau là, qui repart à la bouteille liquide, et bien c'est bien la sortie de l'échangeur, du condenseur. Voilà, là c'est plus clair.
Donc aujourd'hui je vais vous présenter le digivrage automatique en logique câblée, donc sans régulateur et automate. Alors comment est-ce que l'on peut faire un digivrage sans régulateur? Donc à l'époque ils n'avaient pas de régulateur, ils faisaient donc ça avec des contacts et des pressostats. Donc cette vidéo est la suite de la vidéo 320 PAC pompe à chaleur Palmyre 75. Donc ça c'est pour avoir le schéma de puissance en plus la vidéo, les visuels, les photos des appareils que je vais montrer dans cette vidéo. Donc voici le schéma de commande, voici la partie du schéma que je vais expliquer. Donc ici on a l'alimentation électrique qui arrive en amont de Q2. Donc Q2 c'est un disjoncteur, phase neutre classique. Donc je ferme Q2. Q2 est passant, le courant arrive jusqu'en S1. Donc S1 c'est un commutateur, donc un bouton tournant. Je tourne le bouton S1 sur ON. Donc le courant passe, la pompe à chaleur est alimentée. Donc là on a le voyant de mise sous tension qui est allumé. Le courant passe par le pressostat HP, donc avec un bouton rarement manuel. Donc il est passant, le thermostat est en demande, donc on est sur un condenseur 1 haut. Donc ce thermostat est sur la boucle d'eau chaude, pas de chauffage, du chauffage. Donc le courant passe et arrive sur la tempo de travail. Donc cette tempo de travail, ici elle est réglée sur 100 secondes. Son but est de protéger le compresseur des courts cycles. Donc la temporisation s'effectue, donc c'est une travail. Au bout de 100 secondes, le contact à l'intérieur se ferme, le courant passe. Le HBP, donc le pressostat HBP est passant. KM1 est alimenté. Donc KM1 c'est la bobine du contacteur qui est excitée. Le contacteur se ferme, le compresseur fonctionne. Donc comme KM1 est fermé ici, le NC est sourd. Donc il coupe le voyant défaut PAC. Le contact KM1 se ferme, donc le courant passe par ici. Il passe par le NC de la tempo au travail T2 cruisé. Donc j'ai fait une vidéo aussi dessus. Intéressante à voir cette tempo, une vieille tempo des années 80, début 80. Donc KM2 est excité, le contacteur colle, le ventilo évaporateur fonctionne. Et on voit que le courant arrive au KP61. Donc le KP61 c'est un thermostat dont le bulbe est enfoncé dans l'évaporateur. Donc comme je l'ai marqué ici, c'est un thermostat qui servira à indiquer la fin du digivrage. Donc je passe à la diapo 5. Donc la pompe à chaleur est en fonctionnement. Donc la température dans l'évaporateur chute. Lorsque la température arrive à 2 degrés, le thermostat, le KP61 se ferme. Le courant passe et s'arrête au pressostat BP qui est à 45 PSI. Donc c'est un pressostat qui est donc sur la BP. Et c'est un mini pressostat. Donc c'est un pressostat qu'on ne peut pas régler. Il est déjà réglé en usine. Il est réglé à 3,1 bar car à 3,1 bar, à la relation pression-température du RF22, ça correspond à une température de moins 6 degrés. Donc ce pressostat, son but, c'est d'indiquer le début du digivrage à l'installation. Donc pour le moment, on est au-dessus des 3,1 bar, le contact reste, le NC reste ouvert. Donc la température dans l'évaporateur atteint les moins 6 degrés. Donc le mini pressostat 45 PSI se ferme. Le NC se ferme, le NO s'ouvre. Ce qui alimente la tempo travail T2 cruisé. Donc cette tempo est réglée sur 60 secondes. Donc j'expliquerai l'intérêt de mettre une tempo travail à la fin des diapos. Donc une fois que les 60 secondes sont écoulées, la tempo travail fait son boulot, elle bascule. Donc le NO se ferme. En se fermant, elle alimente le voyant qui indique le digivrage. Et ici, c'est la bobine de la vanne 4 voies. Donc la vanne 4 voies qui inverse le cycle. Donc voilà. Donc
en basculant, le contact INSEE s'ouvre. Donc en s'ouvrant, ça coupe le ventilo-évaporateur. Et le contact INSEE de KM2 ici se ferme. Donc le digirage est en train de s'effectuer. Donc le digirage, c'est quoi? On injecte les gaz chauds du refoulement, donc du compresseur, dans l'évaporateur. Ce qui permet de digivrer très très vite l'évaporateur. Donc la diapo 8, la température dans l'évaporateur monte et la pression devient supérieure à 3 bars. Donc comme on envoie des gaz chauds dans l'évaporateur, obligatoirement la pression monte tout de suite, quoi. On était à 3,1 bars, moins 6 degrés, donc là on est peut-être à 4 bars. Donc la pression monte, la température monte. Donc la station continue toujours à digérer. Donc la température atteint les 2 degrés dans l'évaporateur. Le KP61, donc le thermostat, lorsque au bulbe la température de 2 degrés est atteinte, le contact NO s'ouvre. Alors lorsque le contact NO s'ouvre, on constate que le tempo de travail croisé n'est plus alimenté, ce qui fait basculer les contacts de T2. Donc le NO il s'ouvre, ce qui coupe la bobine de la 24 voies, donc elle revient à sa position initiale, c'est-à-dire en cycle chaud. Le cycle digérage est terminé, le voyant s'éteint, et le contacteur KM2 donc du ventilo-évaporateur est activé, donc les ventilateurs refonctionnent, le ventilateur d'évaporateur refonctionne, et le contact INSEE KM2 s'ouvre. Donc c'est la fin du digivrage. Alors, une petite subtilité, donc diapo 10. Donc lors du basculement de la vanne 4 voies, la BP peut chuter sous les 3,1 bars car la ligne liquide est pleine de vapeur. Donc lorsqu'on est en inversion de cycle, en mode digivrage, la ligne liquide n'est plus liquide. Elle peut contenir du liquide, mais elle est surtout essentiellement composée de vapeur. Ce qui fait que le détendeur alimente très très mal l'évaporateur, ce qui a pour conséquence de faire chuter fortement la BP, car le compresseur lui tourne toujours à la même vitesse, quoi. Il aspire toujours le même volume. Donc voilà, donc ce qui fait que la BP chute, et donc lorsqu'elle chute, le contact NC va se refermer. Bon, il faut savoir aussi que le contact donc du KP61, donc dès que la machine va se mettre en marche, les 2 degrés de l'évaporateur vont vite être atteints. Donc pour ne pas relancer un cycle de digivrage, donc comme c'est quelque chose de transitoire, c'est un régime transitoire, parce que la ligne liquide, bon, si elle est vapeur, elle ne va pas le rester longtemps, elle va assez vite revenir 100% liquide. Donc c'est pour ça qu'il y a cette temporisation-là. Cette temporisation-là, de 60 secondes, empêche de refaire basculer la 24 voies, et de relancer un digivrage. Donc ce phénomène est transitoire. Donc voilà à quoi sert la temporisation de travail, elle évite de relancer un cycle de digivrage. Donc une fois que la ligne liquide est 100% liquide, la BP remonte jusqu'au prochain digivrage. Donc la BP remonte, le contact INSEE s'ouvre, donc la tempo de travail n'est plus alimenté. Bon, lui il reste toujours fermé parce que bon, il fait moins de 2 degrés dans l'évaporateur.